Le PSR va bien pour autant qu'on pourra l'être, étant entendu que notre combat s'inscrit dans le cadre d'un bien-être du peuple. Et on ne peut pas être heureux tant que nous sentons que ce bien-être du peuple n'est pas encore assuré. Donc l'amélioration des conditions du peuple. De ce point de vue, nous ne sommes pas très heureux, mais la lutte doit continuer et je crois que c'est du courage, c'est de la persévérance qu'on aboutit aux résultats escomptés. Le PSR continue ses activités et nous sommes persuadés que tôt ou tard, la victoire sera de notre côté. Vous savez, il y a sur cette question deux hypothèses possibles, deux lectures possibles. La première, c'est de dire qu'on peut remettre peut-être la clé de la maison au voleur, en se disant que parce qu'on lui a remis la clé, on est sûr qu'il a l'obligation de conserver les choses, puisque si vous constatez bien, relativement aux objectifs même de la CEDEAO, l'exigence de la promotion de la démocratie, les questions de réforme, et je crois qu'au Togo, c'est l'un des mauvais élèves. Et celui qui en est le premier responsable, c'est évidemment aussi le chef de l'État. On ne doit pas se le cacher. Donc de ce point de vue, on pourrait dire c'est comme si on lui confiait la clé, et on confie la clé de la maison au voleur. Deuxième hypothèse, c'est qu'on pourrait être amené à déplorer le fait qu'on confie la tête de l'institution à quelqu'un qui ne respecte pas les principes même élaborés par la CEDEAO. Donc, particulièrement sur ces questions de liberté et surtout les questions de réforme institutionnelle, les principes démocratiques, etc. Et j'aurais souhaité que la première hypothèse marche pour que ce soit une façon de l'inviter, de l'encourager à aller de l'avant. Mais connaissant le système togolais et connaissant véritablement le chef de l'État par rapport à ce qu'il nous a montré par le passé, et j'avoue que moi je n'attends pas grand-chose sur son passage à la tête de la CEDEAO relativement à l'évolution démocratique dans notre pays. Parce qu'il a eu à démontrer à plusieurs reprises que ce n'est pas l'intérêt de la nation qui l'intéresse. Il a eu à démontrer à maintes reprises que les problèmes de réforme ne le concernent pas, sauf bien évidemment si ces réformes se réalisent dans le sens que lui seul veut et qui l'arrange pour qu'il se maintienne perpétuellement au pouvoir. Donc de ce point de vue, je dirais personnellement et honnêtement que je n'attends pas grand-chose de son passage à la tête de la CEDEAO relativement à la situation de notre pays. Mais je préférerais véritablement que les faits démentent ce que je dis et que ce soit dans l'intérêt plutôt du peuple togolais. La République, ce sont des valeurs. Et c'est une attitude, une façon de faire également. Et vous savez que dans la République, il y a l'égalité des citoyens qui doit pouvoir, c'est une valeur fondamentale. Et l'accession au pouvoir aussi, dans la République, doit se faire selon certaines normes. Et nous savons aussi qu'il y a le respect donc, des principes démocratiques qui voudraient que la volonté du peuple soit respectée. Et vous constaterez que tout ce que je viens de décrire, si nous prenons le cas du Togo, n'a pas du tout été respecté. Il n'y a pas lieu de mettre les gants, parce que nous n'avons pas à nous tromper. Nous n'avons ni à faire l'éloge de qui que ce soit, ni à nous ériger en procureur contre qui que ce soit. Mais les faits sont là, palpables, et les faits parlent d'eux-mêmes. Et c'est pour dire que pour que le Togo puisse bien marcher, que les choses se réalisent comme il se doit, vous savez que des réformes sont nécessaires. Et ce n'est pas nous qui le disons, beaucoup de rapports ont eu à l'attester. Regardez ce que nous avons eu en 2005 avec des centaines de morts. Et il est convenu un certain nombre de choses qu'on doit pouvoir faire pour que le pays avance. On ne l'a pas fait.
Lorsqu'on est dans une république, il faut que la loi soit respectée. Et quand je parle du respect de la loi, ça concerne tout le monde. Or, vous constatez au Togo qu'il y a des citoyens qui sont au-dessus de la loi, et la loi n'est faite que pour certains citoyens. Il y a des exemples multiples qu'on peut donner. Je commence d'abord par le chef de l'État. Et vous voyez, notre constitution dit, et je l'ai dit à maintes reprises, que le chef de l'État, les membres du gouvernement, certains directeurs de certains services doivent pouvoir déclarer leurs biens. Lorsque c'est écrit comme ça dans une constitution, depuis 1992, et aujourd'hui nous en sommes en 2017, si je ne me trompe pas, ça fait 25 ans si je ne me trompe pas, et que les gouvernants refusent de mettre en pratique, de respecter une telle norme, il y a un problème. Rappelez-vous que pour la Cour des comptes, par exemple, au Togo, qui avait été prévue par notre constitution depuis 1992, elle n'a été mise en œuvre que, je crois, près de 18 ans après. Et une sorte de similaire, parce que jusqu'à ce jour, on se pose des questions véritablement sur l'effectivité de ce fonctionnement. Est-ce que ce n'est pas une institution en trompe-l'œil qu'on a mis encore à notre disposition? Lorsque vous, les journalistes, vous constatez, et régulièrement sur les médias, on parle des détournements qui se font, des détournements, et vous constatez par les dirigeants, et que sur ce point, absolument rien n'est fait. Lorsque vous constatez que sur la base, par exemple, des recrutements dans les services, il y a des critères qui ne sont pas des critères objectifs et qu'on en est à des discriminations fondées sur peut-être l'opinion politique et d'autres considérations, cela voudrait dire que ce qui constitue le ciment, le pilier de notre vie en commun est en péril. Et si on dit qu'il faut des réformes, les réformes politiques, parce que n'oublions pas que les réformes, de ces réformes également, dépendent les réformes sur le plan social. S'il y a une transparence dans les élections, dans un pays, et qu'un gouvernement sait que si je ne respecte pas ce peuple, bien évidemment, et lors des prochaines élections, par exemple, je ne serai pas reconduit, je crois que c'est de ce seul moyen dont dispose le peuple pour se faire respecter et pour que le pouvoir appartienne au peuple. Or, quand vous décrivez tout ce schéma aujourd'hui, vous voyez que rien n'est respecté. Dans ces conditions, si ceux qui le constatent, ils le savent, murmurent dans leur coin, refusent d'agir, bien évidemment, il y a un problème. Donc tout ce que je viens de décrire montre que la République est en danger. Cela voudrait dire la justice ne fonctionne pas comme il se doit. On peut mettre en prison et qui on veut, comme on veut, quand on veut. Il y a des exemples qui l'attestent. Cela voudrait dire que nous ne sommes pas en sécurité. Et si les citoyens ne sont pas en sécurité, et s'il y a des citoyens au-dessus de la loi, et que la loi n'est faite que pour certains citoyens, le développement harmonieux même et durable du peuple est hypothéqué. Et je crois que c'est à cette situation que nous sommes arrivés donc, au Togo. Et c'est pour cela que je dis que tout le monde doit se sentir concerné. Rappelez-vous, lors de cette conférence de presse, j'ai interpellé également les députés de UNI en disant que ce n'est pas une question d'appartenance à un parti politique ou non, ou à tel autre parti politique. Ce sont des valeurs qui doivent être considérées comme sacrées pour nous. Et dans ces conditions, peu importe que j'appartienne à tel parti politique ou à tel autre parti politique, figurez-vous bien, imaginez plutôt un seul instant que nous prenions la France et que la loi impose la déclaration donc des biens du président de la République et que le président de la République ne le fasse pas. Pensez-vous que les députés de la majorité présidentielle se tairaient sur cette question? Ils ne vont pas se taire. Parce qu'ils vont se dire que ce sont des principes qui sont même au-dessus du président de la République. Ce sont les fondements même de la République. Par conséquent, même si je suis de votre parti politique, même si vous êtes le président de mon parti politique, même si vous êtes le secrétaire national de mon parti politique, sur certaines questions, on ne transige pas. Parce que c'est notre avenir en commun qui est en jeu. Et pour cette raison, chacun doit le comprendre. Ceux qui se disent aujourd'hui peut-être apolitiques, et qui ne veulent pas agir, et qui restent chez eux, et ça ne me concerne pas, tôt ou tard ça va les concerner.
Parce que ce que nous faisons, et je le répète, nous ne le faisons pour personne. Nous ne le faisons pas pour nous. Nous le faisons pour le peuple, pour la nation. Et quand je dis le peuple, la nation, c'est dire que je peux partir, c'est-à-dire que je peux mourir. Ceux qui sont les acteurs politiques aujourd'hui peuvent mourir, mais le peuple ne va pas mourir. Le peuple continue. Et dans ce peuple, nous avons les générations à venir, les générations actuelles, les générations à venir. Et ces réformes que les uns et les autres refusent de faire, les situations, et je vais dire malheureuses, auxquelles conduisent ces situations, si ce ne sont pas eux qui les vivront directement, leurs descendants les vivront directement. Et c'est justement pour cette raison que nous devons nous dire que nous avons quelque chose qui nous dépasse. En ce sens qu'il y a ces valeurs, il y a le peuple togolais, il y a la nation qui dépasse nos personnes. Par conséquent, agissons dans l'intérêt de cette nation et aujourd'hui et pour les générations à venir. Et je crois de ce point de vue que chacun doit se sentir concerné. Et ceux qui ne se sentent pas concernés, en réalité, et je crois personnellement que c'est une erreur de leur part. Ils ont failli à leur devoir. Vous savez, c'est une sorte d'amertume. D'autant plus que ceux qui font de telles déclarations, nous les connaissons personnellement. Et pour nous, c'est, je vais dire, une déception profonde. Il faut pouvoir s'inscrire dans son temps. Et lorsque les gens pensent qu'on doit faire des réformes et de désigner nommément le chef de l'État actuel dans le cadre de ces réformes, on dit la loi est impersonnelle. Si la loi est impersonnelle, que la loi soit faite et qu'elle soit interprétée. Si les gens veulent qu'on mette une clause spécifique donc concernant le chef de l'État actuellement, c'est là où la loi n'est plus impersonnelle. Et je crois que je n'ai pas besoin de faire de long développement sur cette question. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que je suis persuadé qu'ils savent eux-mêmes qu'ils sont en train de narguer le peuple togolais. Ils savent eux-mêmes que leur raisonnement n'est pas un raisonnement fondé, justifié. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils sont au service d'une personne. Au fond d'eux-mêmes, ils savent qu'ils le font dans leurs intérêts personnels et non dans l'intérêt du peuple togolais. Et ils savent que la solution qu'ils préconisent n'est pas la meilleure, n'est pas la bonne d'ailleurs, je vais dire pour le peuple togolais. Dans ces conditions, je n'ai pas besoin de raisonner plus longtemps pour essayer d'argumenter. Seulement, je veux dire que chacun d'entre nous répondra de ce qu'il a fait devant l'histoire. Ce ne serait pas une responsabilité juridique, mais il y a une responsabilité morale. Il faudrait que lorsque, si Dieu me prête vie, et que j'atteins 70 ans, 80 ans, et que je fais le bilan de ce qu'a été ma vie sur cette terre, que je puisse avoir une conscience tranquille. Et je le dis, et l'histoire montre que lorsqu'on se met au service peut-être des causes personnelles, et parfois avec zèle, et malheureusement on finit toujours par perdre. Dans ces conditions, et je crois que j'en appelle à la responsabilité des uns et des autres. Il n'y a pas lieu donc de narguer un peuple, parce que nous passerons, je passerai, eux ils passeront, mais le peuple demeure. Et ce que nous avons pu faire, ce que nous avons pu dire, reste et restera. Vous savez, dans le cadre donc, de cette conférence de presse, rappelez-vous, nous avons dit que sur plusieurs points, il y a une sorte de consensus qui a été déjà réalisé. Et sur ces points, il faut que les réformes passent sans attendre. Sur d'autres points, certainement qu'il faudrait peut-être approfondir les discussions. Et nous avons dit, nous en appelons au dialogue. Pourquoi? Parce qu'il faut voir que la situation actuelle que nous continuons de vivre dans notre pays est aussi en relation avec les événements de 2005. Et c'est cet accord qui a permis en réalité de temporiser. C'est cet accord de 2005 qui a permis donc de dire, écoutez, on doit faire le fond pour éviter que ces situations ne se répètent, parce qu'on pourrait appeler les garanties de non-répétition. Et dans ce document, il était question aussi qu'il y ait un dialogue franc. Vous savez, pour voter une loi, on n'a pas forcément besoin d'un dialogue. Mais lorsqu'il s'agit des principes qui sont considérés comme fondamentaux, les piliers, il s'agit d'une constitution, bien évidemment dans ces conditions, c'est quelque chose de plus sacré.
Et cette démarche de dialogue, un dialogue de bonne foi. On ne va pas se dire qu'on est en position de faiblesse et les réformes se feront selon notre bon vouloir. C'est ce qu'il semble faire actuellement. Et je peux me demander un seul instant, le UNIR qui dit qu'on ne le fera qu'à condition que le président de la République, qu'on dise clairement qu'il va se représenter une seule personne. À cause d'une seule personne. Ils acceptent de bloquer tout le système. D'autant plus qu'on ne leur demande pas de mettre dans le document qui ne se présentera pas. Si c'est ce qu'on demandait, on dirait qu'il y a une certaine intelligence. Personne n'a demandé cela. Faisons la loi telle qu'elle est, sans viser personne. Elle fera l'objet d'une interprétation éventuellement. Et ce n'est pas un parti politique d'interpréter cette loi. Et s'ils veulent qu'on l'inscrive comme ça, qu'ils fassent l'amendement, qu'ils formulent, qu'ils disent voici ce que nous voulons, et qu'ils le fassent en leur âme et conscience. Mais la situation actuelle, c'est qu'ils sont en train de narguer le peuple. Et vous savez, ça peut se faire pour un temps, et ça peut se faire pour une partie du peuple, mais ma conviction profonde que tout cela est éphémère. Ça ne peut être que pour un temps. Ça va finir. Et prions le Seigneur qui donne à chacun d'entre nous longue vie pour que nous puissions tous ensemble voir comment ça va finir, y compris eux-mêmes, et pour que les choses puissent se faire et qu'ils voient comment on aurait pu diriger autrement notre pays, comment on peut se mettre au service du pays et ce qu'est la gouvernance d'un pays. Oui, ce que vous dites n'est pas faux. Il y a une démobilisation au niveau du peuple. Et je crois que le travail que nous faisons en nous mettant donc ensemble dans le cadre de ces deux blocs, c'est déjà un pas. Et parce que les gens ont pu estimer que nos actions sont souvent peut-être divergentes, on n'agit pas ensemble, je crois rarement on aurait obtenu 11 partis politiques ensemble. Et aujourd'hui, nous disons que ce n'est pas un groupe fermé. Tout le monde peut retrouver sa place donc, dans le cadre de cette formation. Et moi, je dirais, même si les gens voulaient s'associer individuellement à ce mouvement, venant du pouvoir, venant du régime, un baron qui décide de dire, écoutez, ça suffit, il faut des réformes sérieuses, il doit être accueilli donc à bras ouverts dans le cadre donc, de ces activités. Et donc, nous n'avons pas d'autre moyen que de continuer à parler à ce peuple, de continuer à convaincre. La pédagogie voudrait qu'on répète, et ce qui a été dit, ce qui doit se faire, et tout en tirant aussi des leçons du passé, éviter des erreurs qui ont pu se commettre par le passé. Et il y a eu des coalitions qui ont été faites et qui ont fini à queue de poisson. Et ce n'est pas le fait qu'on se sépare qui soit grave, c'est surtout le fait qu'en se séparant, on se dit des choses, et parfois très très graves, qui sont de nature en quelque sorte à démobiliser. Et je crois que nous sommes aujourd'hui dans une logique qui n'est pas forcément une logique électorale, mais obtenir des réformes dans l'intérêt donc de tous les Togolais. Et je crois que sur la base de ce minimum, et on peut espérer légitimement que d'autres viennent se joindre à nous. On peut espérer travailler ensemble et pour aboutir à ces réformes et qui ne se feront pas contre qui que ce soit et qui se feront bien évidemment dans l'intérêt du peuple togolais. Vous savez, les propos que nous sommes en train de tenir actuellement avec vous, je crois que grâce à vous, ça fait partie des actions que nous faisons. Et nos sensibilisations que nous faisons, les réunions que nous faisons avec nos militants, les interviews que nous donnons, ce sont des messages que nous donnons. Et aussi les sensibilisations de proximité que nous faisons pour que les gens comprennent que ce n'est pas une affaire d'une personne. Rappelez-vous, la dernière fois je le disais, dans d'autres pays, parce qu'il y a des problèmes, même les religieux sortent dans la rue. C'est pour dire qu'il y a des problèmes qui transcendent les considérations politiques, les considérations religieuses, les considérations sociales. Donc, c'est simplement le citoyen qui agit. Et ça interpelle tout le monde. Et je crois que c'est ce que nous devons tous ensemble faire. Et le faire sans violence. Et le faire dans un esprit peut-être de construction et non pas de démolition. De sorte que les choses puissent se faire. Et vous voyez, c'est sur la base de cette conviction que nous partageons au sein du PSR
savez, je dis que ce n'est pas le nombre des individus qui détermine la qualité de leur réflexion. Et ce que je suis en train de dire, je sais que ce sont des valeurs fondamentalement partagées au sein du PSR. Ce n'est pas pour rien que, et vous voyez, la plupart du temps, dans nos propos, dans nos réunions, etc., dans nos conférences, nous insistons sur les valeurs. Parce que tout ce qui se fait est sans valeur. Lorsque vous voulez construire sans les valeurs, bien évidemment, sachez que vous perdez et ça ne peut pas être une construction durable. Et ces valeurs ne sont pas des valeurs que je pourrais dire en quelque sorte importées, contrairement à ce que les gens pourraient penser. Les lois, nos lois recèlent d'un certain nombre de valeurs. Regardez, j'ai eu à le dire déjà une fois, quand nous disons dans nos foyers, lorsque nous étions enfants, dans nos sociétés, dans nos familles, aucune famille nous tolère le vol, par exemple. Aucune famille nous tolère le vol. Même peut-être le père voleur dira à son enfant de ne pas voler. Mais quelle différence y a-t-il entre aller voler la poule dans un poulailler de quelqu'un et faire des détournements de l'État et des fonds de l'État, des milliards? Et vous voyez que on pourrait penser celui-là qui a détourné et parfois bien vu, alors que celui qui n'a volé peut-être qu'une moto est traité avec une violence inattendue. Mais le détournement aussi, si vous voulez, je pourrais dire dans une certaine mesure, c'est un vol, en quelque sorte. Je ne parle pas sur un terme strictement juridique, mais pour l'homme de la rue, le détournement, c'est aussi un vol. Or, aujourd'hui, nous avons bafoué donc toutes ces valeurs. Et je ne crois pas aussi que la politique soit amorale. Non, même la politique exige une certaine morale. Et ce que les gens semblent ignorer en pensant que parce que nous avons la force, parce que nous sommes au pouvoir, et nous pouvons nous permettre tout, parce que ceux qui sont en face de nous ne pourront rien contre nous. Non, ce n'est pas cela la politique. La politique, c'est de chercher le bien-être, le mieux-être d'une plus grande majorité. Et lorsque votre conscience vous dit que vous n'êtes pas dans cette voie, et il faut savoir arrêter. Et je crois que le PSR fait son travail de sensibilisation, de formation, d'éducation, et tôt ou tard, ça aboutira, c'est sûr. Oui, vous savez, il n'y a pas une période donnée pour les préparations. Tout ce que nous faisons tous les jours, nous descendons sur les terrains, les réunions. Et bien évidemment, le PSR est un parti qui a des moyens extrêmement limités. Extrêmement limités. Et nous pourrons dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans le cadre d'une coalition. En attendant que nous puissions définir ensemble l'action que nous ferons, en tout cas comment les choses seront réparties, nous faisons ce travail de terrain et nous ciblons des zones qui peuvent être considérées aussi pour nous comme des zones prioritaires où nous aurons forcément des candidats, où il faut intensifier donc nos actions. Vous voyez, quand on a des moyens limités, il faut éviter peut-être de s'éparpiller sur l'ensemble du territoire. En attendant, certainement que nous ayons des moyens beaucoup plus importants. Nous avons identifié des zones où nous avons commencé notre travail, où nous intensifions donc ce travail, et nous avons des structures locales qui parlent, et le moment venu, nous allons essayer donc de les finaliser. Et nous espérons que jusque-là, des réformes dignes de ce nom se feront. Oui, c'est véritablement un mot d'espoir. Et moi, je le répète toujours, si j'avais perdu tout espoir, je n'agirais pas. Et je demande simplement aux Togolais de ne pas perdre espoir. Parce que quand on perd espoir, on abandonne. Alors que nous n'avons pas le droit d'abandonner. Et je sais que les choses changeront. Et je ne peux pas le dire avec certitude, je ne peux dire avec certitude quand est-ce que ça changera. Mais l'histoire même nous montre que tout ce qui existe appelle son contraire. Et que les choses avanceront. Mais pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que tous nous nous sentons concernés. Mais il faut reconnaître que sur beaucoup de choses, très souvent les Togolais ne se sentent pas concernés. Je prendrai un exemple, peut-être que je vais encore dans d'autres développements qui indiquent que les Togolais ne se sentent pas souvent concernés. Personne ne veut peut-être perdre son temps
personne ne veut y mettre ses moyens. Vous voyez les gens qui sont dans le cadre d'une association et ils sont venus dans l'association volontairement et on demande de cotiser pour réaliser les objectifs de l'association. Ils ne sont pas en mesure de cotiser, non pas parce qu'ils n'ont pas les moyens, mais parce qu'ils ne veulent pas y mettre leurs moyens. Ils préfèrent parfois aller ailleurs, solliciter des subventions, alors qu'ils n'ont pas fait eux-mêmes ce qu'il fallait faire. On peut transposer cela aussi sur le terrain politique. Nous, les choses changeront, mais personne ne viendra le changer à notre place. Il faut que chacun d'entre nous se sente concerné et que nous nous mettions au travail, et je suis persuadé que ça changera plus vite qu'on ne l'imagine. Donc, courage, persévérance et espoir. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie.